Voilà, il est donc 19 heures, tout pile. Je propose qu'on commence du coup cette conférence en commençant par vous dire bonsoir à toutes et à tous et vous remercier d'être présents et présentes ce soir pour cette première conférence de Comac dans ce cycle. Donc moi, c'est Apolline, je suis responsable à Comac depuis plusieurs années et je suis étudiante en master à l'Université de Mons en transition et innovation sociale. Donc c'est voilà, l'écologie, sociologie, c'est beaucoup de choses en même temps. Et ce soir, je présente cette conférence, du coup, qui est la première d'une série de 3 conférences qui vont avoir lieu tous les mercredis soirs sur la page de Comac étudiant en direct. Et on vous invite évidemment à participer et à interagir avec nous. C'est donc avec Comac qu'on organise ce cycle pour avoir des discussions sur l'actualité avec les étudiants, aussi pendant les examens où on est quand même cette fois-ci d'autant plus vachement isolés. Donc, qui sommes-nous pour les personnes qui ne connaissent pas trop Comac? On est l'organisation étudiante du PTV et on se bat contre les inégalités dans le monde en s'organisant sur les campus universitaires, des hautes écoles, en Flandre comme en Wallonie et encore à Bruxelles. On est particulièrement actif sur la défense des étudiants, la lutte climatique également, la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, la lutte féministe. On est évidemment ouvert à toutes celles et ceux qui désirent changer le monde avec nous. Et pour cela, toutes les informations se trouvent sur notre site internet http://www.comacétudiant.be. Et voilà, le site internet sera dans notre chat au cas où vous voulez le retrouver simplement. Ou sur notre page Facebook, Instagram d'ailleurs, c'est pareil. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence. Pour commencer cette série, on va aborder le sujet des USA, de l'Amérique, de sa jeunesse, de ses mouvements sociaux qui portent beaucoup espoir dans cette société complexe. Ce 6 janvier, des partisans de Trump ont occupé le Capitole à Washington, ce qui semble être l'ultime épreuve de cette force de son mandat, de division de la société américaine. Après ce mandat de division, la jeune génération porte comme un vent d'espoir, elle qui s'avère être la plus à gauche depuis les années 1930. On a Alexandria Ocasio-Cortez, un des visages de cette génération qui se bat pour les 15 $ par heure, contre les discriminations et violences policières, pour une vraie politique climatique et un Green New Deal. Et heureusement, pour en discuter de tout ça, on a pour inviter Christophe de Roubaix avec nous, qui est journaliste français. Bonsoir Christophe, qui est journaliste français au Journal L'Humanité, spécialiste de la politique américaine. Il est d'ailleurs l'auteur du livre Millennials, la génération qui secoue, que je remercie. L'Amérique. C'est ça, que je remercie. La génération qui secoue l'Amérique. Ouais. Qui secoue l'Amérique. Et que je remercie évidemment pour sa présence. Merci à vous. Donc, pour donner un peu la structure de la conférence, on va avoir ici une série de questions et ensuite vous aurez la possibilité de poser vos questions à Christophe de Roubaix en fin de conférence. Donc, n'hésitez pas à prendre note de ces questions au fur et à mesure. Voilà, donc la semaine dernière, pour revenir un peu sur les événements, on a vécu un événement historique avec l'invasion du Capitole par les supporters les plus extrêmes de Donald Trump. Loin d'être ridicule, en fait, cet épisode, il s'inscrit dans l'escalade politique de 4 années. Christophe, est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui s'est passé précisément au Capitole, sur comment on doit définir ça? Est-ce que c'est un coup d'État manqué? Qui étaient les participants et quel est le niveau de soutien de la population? Oui, bonsoir à tout le monde. Pendant que vous faisiez la présentation, j'étais en train de regarder sur mon smartphone le site du New York Times où la Chambre des représentants, on a commencé à débattre de la procédure de destitution de Donald Trump. Donc, je me tenais au courant. Oui, votre première question, comme vous avez tous lu évidemment le 18 Brumaire de Louis Bonaparte de Karl Marx, vous savez que dans ce livre, il dit qu'il reprend la phrase d'Hegel selon laquelle l'histoire se répète. Et il rajoute, ce qu'Hegel a oublié de dire, c'est qu'elle se joue la première fois en tragédie, la deuxième fois en farce. Le 6 janvier dernier au Capitole, on a un peu eu les deux le même jour. C'est-à-dire que c'est une tragédie et une farce. Une tragédie dans le sens où, évidemment, à l'appel du président des États-Unis, que des militants, pour certains armés, des miliciens, des membres de groupes d'extrême droite, pénètrent dans ce que les Américains considèrent le saint des saints de leur démocratie, en tout cas le cœur battant de la démocratie qui est le pouvoir législatif, constitue évidemment un événement absolument historique et une tragédie en soi, d'autant qu'il y a eu 5 morts. Et en même temps, c'est une farce parce que on
voit bien avec, et peut-être même encore un peu plus avec le recul, en regardant très précisément ce qui s'est passé, l'invasion des deux côtés du Capitole, côté Est, côté Ouest, les milliers de personnes présentes dehors, les centaines de personnes qui sont présentes, qui sont rentrées à l'intérieur, jusqu'au sein du bureau de la présidente de la Chambre des représentants et du Sénat, même, de l'hémicycle du Sénat. Finalement, qu'est-ce que ça a produit politiquement? Enfin, cette invasion-là, évidemment, elle a produit, c'est une rupture dans l'histoire des États-Unis, mais qu'est-ce que les envahisseurs, pour reprendre le mot, les émeutiers, comme vous voulez, qu'est-ce qu'ils ont produit politiquement? On sait qu'en France, le 6 février 1934, ça a produit quelque chose politiquement. On sait que au Cortés, en 80 ou 81, je ne sais plus exactement, quand les putschistes rentrent, armes à la main, ils produisent quelque chose. Là, il n'y a aucune production, c'est-à-dire il n'y a pas de conférence de presse, de déclaration commune, de dire nous sommes ici, nous n'en sortirons pas tant que Trump n'aura pas été déclaré président. Donc, et tragédie et farce. Et bon, évidemment, on va laisser de côté le côté farce pour rester sur le côté tragédie, parce que c'est toujours celui qui laisse son empreinte sur l'histoire. Est-ce que c'est un coup d'État? Non, moi, je ne pense pas que ce soit un coup d'État. Alors, on peut s'amuser, ironiser en disant que c'est les pieds nickelés au Capitole. Bon, il y a quand même 5 morts, et puis il y a une intrusion historique. Il y a un débat en ce moment dans la presse américaine pour savoir si c'est un coup d'État ou pas. En tout cas, si c'est un coup d'État, il est quand même extrêmement mal organisé. Et s'il est mal organisé, ça veut dire aussi quelque chose peut-être de la faiblesse du Trumpisme. On peut aussi le regarder sous ce double aspect, à la fois ce mouvement qui est, encore une fois, qui est inédit, qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire américaine, et puis finalement, ça débouche sur rien. Il y a, sur Twitter, j'ai vu il y a plein de choses qui circulent, il y a une petite photo, comme une image, plutôt où on voit sur un écran l'invasion du Capitole, et on voit Lénine en train de touiller son thé, de regarder avec un sourire un peu ironique, en disant vous y prenez mal quand même, les gars. Bon, voilà. Ça, c'est pour le côté coup d'État, pas coup d'État. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un coup d'État, mais bon, au moins de la part de Donald Trump, tentative de coup de force politique, c'est évident. Une tentative de coup de force qui est soutenue par 20% des Américains, aussi incroyable que cela puisse paraître. Un sondage, alors, sondage, on va se méfier des sondages, mais enfin, ça donne une idée un peu. 20% des Américains soutiennent l'invasion du Capitole. On peut partir du principe que les démocrates, l'intégralité des démocrates, y sont opposés, ce qui veut dire que globalement, un électeur républicain sur deux est favorable à cette invasion. Et le taux d'approbation de Donald Trump demeure à 34%, c'est-à-dire qu'il y a encore, il a réalisé pour mémoire 47%, recueilli 47% des suffrages lors de l'élection du 3 novembre, et 34% des Américains, c'est-à-dire en gros 3 électeurs républicains sur 4, lui font encore confiance. Dernier élément de réponse, mais on en reparlera après, hein, le mandat de Donald Trump, évidemment, se termine là, donc ça fait 4 ans, mais il ne faudrait pas croire que les choses ont commencé il y a 4 ans. Elles ont commencé il y a 40 ans, et il y a 50 ans, et on est dans ce cycle long de l'histoire sur lequel on va revenir. J'ai déjà été assez long sur ma première réponse, je pense. Merci pour cette réponse si complète. On va passer à la deuxième question, qui est, du coup, si Trump a profité de son mandat pour mener sa politique antisociale, son mandat a aussi été marqué par l'opposition de toute une partie de la population, en particulier dans la jeunesse, que ce soit dans le mouvement antiraciste, féministe, climatique, on l'a vu. Et vous avez écrit un livre à ce sujet, donc Millennials, la génération qui secoue l'Amérique. Comment cette jeunesse s'est-elle opposée à Trump, en fait? Quels sont les combats qu'elle a menés et qu'est-ce que ça dit du bilan de Trump au final? Oui. Alors, je pense qu'il faut donner quelques éléments de description, hein, de cette génération. Je reviendrai peut-être un peu plus tard sur la question de la génération, en quoi la génération est importante, et c'est un outil qui est pertinent pour comprendre un pays en général, en l'occurrence
diversité de l'histoire du pays. C'est-à-dire qu'elle est, prenons-le sous un autre angle peut-être, plutôt que de s'attacher à un mot, elle est le fruit de politiques migratoires qui ont fortement changé depuis 1965. Il y a une réforme de l'immigration en 1965. Les États-Unis ont fermé les frontières de 1924 à 1965, ce qui veut dire aussi que les Américains qui ont grandi pendant cette période ont été socialisés et politisés dans un contexte de zéro immigration, ce qui est une période absolument unique dans l'histoire des États-Unis, et que, petit insiste, c'est parmi aussi ces électeurs qui sont nés à ce moment-là qu'on retrouve le plus d'électeurs de républicains, d'électeurs trumpistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'expérience à ce moment-là à l'altérité, ce qui n'est pas du tout le cas des générations suivantes. Donc en 1965, les États-Unis mènent une réforme de l'immigration qui met fin aux quotas, et donc l'immigration en provenance d'Amérique latine et d'Asie se développe, qui fait qu'aujourd'hui, on a une génération dont les racines plongent à la fois lointainement en Europe, hein, pour les descendants des Blancs à la fois anglo-saxons et méditerranéens, et en Amérique latine et en Asie. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est une forme de mixité d'abord biologique, hein, des mariages mixtes qui donnent naissance à des enfants métis. Et surtout, j'aime bien le mot d'Arbisson qui parle de créolisation du monde. Et donc, les États-Unis ont toujours considéré, c'est propre à leur histoire, l'identité comme quelque chose de binaire, noir ou blanc. Pour le coup, c'était vraiment ça, c'était noir ou blanc. Hein. Au XIXe siècle, la règle de la goutte de sang voulait que si vous aviez un grand-parent noir parmi les 8 grands-parents, arrière-grands-parents du coup, vous étiez considéré comme noir. Et on est en train de sortir de ça grâce à cette nouvelle génération, de cette binarité. On n'est pas ça ou ça, on peut être ça et ça. Hein. Voilà, donc ça, je pense que c'est important, la composition même et l'histoire et les racines, même si je n'aime pas non plus l'expression de cette génération. C'est aussi la génération la plus diplômée de l'histoire des États-Unis, avec là aussi, on est dans le temps long de l'évolution des sociétés. Hein, même c'était un peu aussi mon travail de tenter de comprendre les évolutions politiques par les évolutions démographiques et de la société. La première génération au sein de laquelle les femmes sont plus diplômées que les hommes. On peut aussi comprendre du coup comment l'irruption des femmes sur la scène politique en tant qu'élue, Alexandria Ocasio-Cortez, la marche des femmes qui est le premier acte de résistance à la présidence de Donald Trump, c'est la marche des femmes en janvier 2017. Bon. Donc la plus diverse, la plus diplômée, et alors potentiellement la plus à gauche depuis le New Deal, enfin sûrement la plus à gauche depuis le New Deal, ça je leur dirai peut-être un mot aussi après pour pas là encore être trop long. Alors sur votre question sur les combats, bah, en fait il y a pas vraiment de surprise, et aux États-Unis comme au moins en France pour ce que je connais, peut-être en Belgique, les jeunes qui rentrent dans l'activité sociale, associative, politique, rentrent par 3 portes. L'antiracisme, on l'a vu avec les manifestations après la mort de George Floyd. Je pense que ces images ont marqué les esprits parce qu'on voyait là des foules jeunes, des foules diverses, là où peut-être on a une persistance racinienne d'une vieille Amérique blanche. Donc l'antiracisme, la lutte contre le changement climatique. Clairement, il y a un mouvement qui est extrêmement important aux États-Unis qui s'appelle Sunrise, et le féminisme. On le voit aussi à travers le mouvement MeToo. Et finalement, ce que dit le bilan de Donald Trump, pour terminer là-dessus, c'est que c'est un peu sa fonction, Donald Trump. La fonction de Donald Trump est de contrecarrer des évolutions de long terme de la société. On le voit avec la peine de mort. La peine de mort, contrairement à, là aussi, sûrement une persistance rétinienne, on pense que les États-Unis sont le pays de la peine de mort, et aujourd'hui, finalement, c'est un pays qui envoie vers la marche, tardivement, hein, vers l'abolition. Ceci dit, les premiers États qui ont aboli la peine de mort, c'était au milieu du XIXe siècle.
bien avant la France, par exemple. Et donc la société marche vers l'abolition de la peine de mort. Et que fait Donald Trump pendant la dernière semaine où il est encore au pouvoir? Il multiplie les exécutions. Il y en a eu une hier, il y en aura une demain et une autre vendredi, voilà, pour tenter de retarder le plus possible les changements qui me semblent inéluctables aux États-Unis. C'est ça. Et donc, pour poursuivre, du coup, face à Trump, il y a aussi, comme vous l'avez dit, des figures se réclamant de la classe des travailleurs, des gens d'en bas qui se sont élevés. Je pense notamment à celle que vous venez de citer, Alexandria Ocasio-Cortez, ou à Bernie Sanders. C'est un fait important aussi, parce que c'est la première fois depuis des décennies que des politiciens américains se réclament du socialisme dans un pays qui est vraiment le pays du capitalisme par excellence. Et de même, selon un sondage que vous citez dans votre livre, pour citer, 46% des jeunes Américains déclarent préférer vivre dans une société socialiste contre 40% dans une société capitaliste. Comment alors, dans un pays qui a élu Trump, un président ultralibéral, réactionnaire, misogyne, etc., peut-on en même temps produire une génération de jeunes tentés par le socialisme? Oui, sacrée question à laquelle je vais essayer de répondre le plus rapidement et le plus clairement possible, peut-être en commençant par, non pas répondre directement à la question sur le socialisme, j'y reviendrai, mais sur la question comment Trump et comment les jeunes socialistes. Ça s'appelle, aux États-Unis, ils appellent ça la polarisation. C'est-à-dire que la polarisation, c'est un mouvement qui a commencé à la fin des années 60, et pour faire simple, aller vite, l'Amérique, depuis 50 ans, mais plus particulièrement depuis à peu près 10-15 ans, c'est une accélération. L'Amérique à la fois vire à droite, d'où Donald Trump, et en même temps vire à gauche, d'où Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders. Bon. Alors, quelques mots sur la polarisation parce que c'est essentiel pour comprendre la situation politique aujourd'hui. La polarisation commence au début des... Alors, d'abord, il y a 3 politologues qui ont établi que la polarisation exerçait une sorte de balle à 3 avec les inégalités sociales et l'immigration. C'est-à-dire que quand dans une société, les inégalités sociales s'accroissent, et aux États-Unis, elles explosent depuis 50 ans, quand l'immigration et le taux d'étrangers, enfin, la mesure par le taux d'étrangers augmente, la société politique se polarise parce que face à ces deux phénomènes, il y a des positions personnelles d'abord, hein, politiques tranchées des uns et des autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que cette polarisation a commencé d'abord par le Parti républicain à la fin des années 60-70. C'est Richard Nixon qui a lancé cette polarisation en adoptant ce qu'il appelait sa stratégie sudiste, c'est-à-dire après la loi sur les droits civiques de 64-65, de devenir le parti qui prenait en charge les peurs et les ressentiments des Blancs, notamment du Sud. Hein, et donc, petit à petit, encore une fois, j'essaye de faire à la fois pédagogique et pas trop long, le Parti républicain a attiré à lui les électeurs blancs racistes qui jusque-là votaient démocrates. Tu sais que c'est un peu... Bon, faut se rappeler que dans l'histoire, le parti de l'abolition de l'esclavage, c'est le Parti républicain. C'est le parti de Lincoln, hein, de Lincoln à Donald Trump. Il y a une histoire du Parti républicain. Et que donc, le parti, jusque dans les années 60, le Parti démocrate et le Parti républicain étaient deux partis hétérogènes. Et le plus hétérogène des deux, c'était peut-être d'ailleurs le Parti démocrate et la coalition du New Deal, je le rappelle souvent, à l'inauguration, pas l'inauguration, à la convention du Parti démocrate en 1932, qui confirme la nomination de Franklin Delano Roosevelt, il y a des membres du Ku Klux Klan, et pas cachés, officiellement délégués. Et donc le Parti démocrate, c'est l'alliance des ouvriers et des syndicalistes du Nord-Est, souvent d'origine italienne, russe, allemande, et des Blancs racistes du Sud. Donc, ça en fait deux coalitions très hétérogènes, et petit à petit, au fur et à mesure des mouvements d'électeurs et de réalignement, ces deux partis sont devenus homogènes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Parti républicain est devenu le parti des Blancs de plus de 50 ans à la situation sociale plutôt moyenne, voire confortable et même aisée, tandis que le Parti démocrate est devenu le parti
Alors, bon, là encore, le parti des minorités et de plus ou moins des défavorisés, mais sachant que le taux d'abstention est encore très fort. Et donc, en même temps, il y a eu réalignement et homogénéisation. Et donc, finalement, entre les deux, il y a eu ce double mouvement qui a amené à ce qu'il y a deux montagnes qui s'éloignent les unes des autres. Pour aller simple, pour faire simple, parce qu'il n'y a que deux partis aux États-Unis, donc voilà, démocrates et républicains. Donc l'électorat républicain, l'électorat démocrate qui s'éloigne au fur et à mesure. Alors, je parlais du Parti républicain qui a lancé ce mouvement, et il s'est accéléré aussi ces dernières années par l'arrivée à l'âge adulte de citoyens d'une génération, une nouvelle génération, donc qu'on appelle les millennials, qui sont nés entre 80 et 96, et qui, en effet, vous citiez le chiffre, sont plus favorables au socialisme qu'au capitalisme. Alors, un mot sur le socialisme. Évidemment, il y a toujours le débat, mais de quel socialisme s'agit-il exactement? Évidemment, ce n'est pas le socialisme tel que le décrit Karl Marx dans ses livres. En Europe, on appellerait ça plutôt, Bernie Sanders appelle ça le socialisme démocratique. On pourrait penser que c'est de même registre que le projet social-démocrate en Europe. Je me méfie quand même de cette analogie pour deux raisons. D'abord, différence de contexte politique et différence de contexte historique. C'est-à-dire on ne peut pas dire, quand Bernie Sanders propose la gratuité de l'éducation, un système de santé publique pour tous, on ne peut pas dire mais l'Europe a fait ça dans les années 45-50. Donc finalement, ce n'est pas plus révolutionnaire que ça. Parce que ça l'est, à mon sens, en tout cas radical, dans l'Amérique post-guerre froide, où le capitalisme est supposé avoir gagné. Donc c'est une portée, à mon sens, plus radicale. Donc ça ne concerne pas les nationalisations, l'appropriation collective des moyens de production, mais ça a une portée, me semble-t-il, radicale. Ça, c'est sur la définition. Après, sur pourquoi ils se sont rendus, je prends encore 2 minutes, pourquoi ils se sont rendus, cette jeunesse s'est tournée vers ce socialisme tel que défini vraiment à grands traits, hein, là. Pour moi, la matrice, c'est la crise de 2008. C'est-à-dire, cette génération a grandi, n'oubliez pas, les premiers en 80, ils sont nés en 81, donc ils ont 8 ans au moment de la fin de la guerre froide. Et donc, ils grandissent dans un monde où on leur annonce la fin de l'histoire, hein, Francis Fukuyama, et en tout cas, le capitalisme triomphe. Et ils font face à la faillite de ce système avec la crise de 2008 et que les millennials soient à ce moment-là étudiants, c'est-à-dire qu'ils se sont endettés très lourdement pour des études où on leur a promis qu'il y aurait retour sur investissement avec des salaires élevés, ou qu'ils soient salariés, ils ont été les premiers impactés. Les salariés, parce que les jeunes salariés ont été les premiers licenciés. Les étudiants, parce qu'évidemment, les salaires auxquels on a rembauché après la crise ont été écrasés. Et donc, il y a une sorte d'effet ciseau. Aujourd'hui, il y a 45 millions d'Américains qui traînent une dette étudiante dont le montant moyen est de 37 000 $. Voilà. Donc, ils sont face à une crise du système économique et politique. Et ils cherchent une alternative. Et l'alternative, ils la trouvent dans le socialisme tel que défini. Et ça se cristallise au moment de la campagne de Bernie Sanders en 2015, pour les primaires en 2015-2016. Et donc, à ce moment-là, bon, ça se passe de manière un peu comment dire, moins idéologique que pratique. Bernie Sanders a mené campagne sur la gratuité des études supérieures dans les facs publiques, sur l'augmentation du SMIC à 15 $, sur la substance incarnée, politique et très concrète, sur un système de santé dit Medicare for All, c'est-à-dire un système public. Et donc, à ce moment-là,
la cristallisation autour de Bernie Sanders crée une sorte d'effet d'entraînement. En fait, la polarisation, je vois ça moi, comme des roues, vous voyez, qui se. Alors en même temps, c'est la grande divergence. Alors je ne sais pas si on voit bien. Peut-être que c'est plus simple finalement si je fais des trucs avec mes mains qu'à parler trop longtemps. Bon, et donc on en arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, on en arrive à ces deux Amériques, donc extrêmement polarisées, avec une Amérique je disais, blanche, vieillissante, très conservatrice, et avec une frange qui devient même carrément d'extrême droite. On voit peut-être qu'il y a une forme de cohénonisation du Parti républicain actuellement. Et de l'autre côté, une Amérique plus jeune, plus diverse, plus diplômée, plus féminisée et aussi plus à gauche. Voilà, j'espère avoir donné quelques éléments un peu concrets pour répondre à votre question. Mais tout à fait, merci beaucoup. D'ailleurs, on est vraiment bien dans le timing, donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre temps. On en arrive à la dernière question de cette conférence et ensuite on laissera la parole entre guillemets au public via le chat. Donc n'hésitez pas à réfléchir à vos questions si vous en avez et à les écrire dans le chat du coup. Cette dernière question, c'est que Trump, en fait, là maintenant, il y a quelques jours de la fin de son mandat, après sa défaite aux élections, mais beaucoup disent que cela ne rime pas avec la fin du Trumpisme et plus largement de l'extrême droite dans son ensemble. Comment est-ce que la gauche américaine et même ici en Europe pourra battre ces idées selon vous? Alors, si j'avais une réponse précise et définitive à la question que vous me posez, j'en ferais un gros livre que je vendrais à des millions d'exemplaires parce que je serais le seul à avoir la réponse. Mais je vais quand même donner des éléments. Non. Alors clairement, évidemment, ce n'est pas la fin du Trumpisme, mais pour la raison que je viens d'évoquer. C'est-à-dire on est sur le temps long de l'histoire là. Donc on est sur le Trumpisme et la conséquence ou Trump, mais je préfère le Trumpisme. Et la conséquence de cette dérive du Parti républicain dont je parlais depuis 50 ans. Donc, il y a un fil, un Nixon, Reagan et Trump, on est en ligne. Trump n'arrive pas, certes, c'est tout à fait surprenant son irruption sur la scène politique, mais il y a une forme de suite logique dans la trajectoire du parti républicain. Donc évidemment que des phénomènes politiques de cette nature ne s'arrêtent pas comme ça du jour au lendemain, juste parce que Donald Trump a été battu à une élection. C'est évident. Alors la deuxième question, comment combattre ces idées, ce que peut faire la gauche? Je vois deux éléments de réponse, bon, sans grande originalité. La première est de continuer à mener la bataille idéologique. Alors, c'est un mot qui est souvent utilisé, galvaudé. On parle souvent on convoque Gramsci sur l'hégémonie culturelle. Mais ceci dit, il s'est quand même passé quelque chose aux États-Unis depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire sur la bataille des idées, qui était. Je fais de Occupy Wall Street un moment clé. C'est-à-dire Occupy Wall Street a été un échec organisationnel, ça a été un succès du point de vue des mentalités. C'est-à-dire qu'ils ont imprimé dans l'esprit collectif cette image du 1% contre les 99%. Voilà. Et je me souviens d'un forum de la gauche à New York il y a 7-8 ans, déjà, où Michael Moore, le réalisateur, documentariste, disait « Nous avons gagné la bataille des idées ». Et la gauche américaine, les progressistes américains, mais la gauche américaine a gagné la bataille des idées. Vous regardez toutes les grandes enquêtes d'opinion, fouillées par les petits sondages faits du jour au lendemain, voilà, sur toutes les grandes questions, il y a une majorité idéologique claire de la gauche, c'est-à-dire sur la nécessité d'augmenter les salaires, sur la nécessité d'augmenter les impôts pour les plus riches, même maintenant sur la création d'un impôt sur la fortune au moment où en France on l'a aboli, sur le fait que l'immigration est une chance pour le pays. Et enfin bon, voyez, vous prenez toutes les grandes thématiques, il y a une majorité et qui est clairement portée par le renouvellement générationnel et tous ces nouveaux électeurs qui sont millennials ou maintenant les nouveaux jeunes post-millennials, qui viennent apporter du renouvellement et du rafraîchissement à ces idées.
Et donc, à gauche, par exemple, dans la gauche américaine, vous n'avez pas ce débat qu'on a dans la gauche française, pour parler de ce que je connais, sur le rapport à l'immigration, aux musulmans, cette espèce y compris parfois à gauche, d'instrumentalisation de la laïcité à des fins autres que la laïcité. Donc ça, la bataille idéologique, il y a une leçon à tirer de l'expérience américaine, la bataille et de la campagne de Bernie Sanders, hein, la campagne idéologique, sur le fond, sur le concret, sur le programmatique. Et puis la deuxième question qui est posée à la gauche, c'est évidemment celle de l'exercice du pouvoir, parce que les batailles ne se gagnent pas que dans les idées, elles se battent aussi, c'est pas comme tout à l'heure l'identité, c'est pas où, c'est et. Elles se gagnent aussi dans les lieux de pouvoir. Parce que si la polarisation, par exemple, repose en partie sur l'explosion des inégalités sociales, si des politiques publiques ne sont pas mises en place pour réduire ces inégalités sociales, la polarisation va continuer de se creuser. Donc, et aussi posé pour la gauche le fait de pouvoir réduire les inégalités sociales, par exemple, à travers. D'ailleurs, ça a commencé au demeurant. Ça a commencé puisque aujourd'hui, on parle du SMIC à 15 $, qui est une revendication qui est partie de fast-food à New York en 2012. Aujourd'hui, c'est une réalité pour un tiers des Américains. Parce que c'était gagné dans la ville de Seattle, puis à San Francisco, puis dans l'État de Californie, puis dans l'État de New York, puis maintenant il y a une dizaine d'États pour plus de 100 millions d'habitants qui ont pour minimum, pour l'ensemble des salariés, pas seulement de la fonction publique, 15 $. Donc, articulation, bataille idéologique, exercice du pouvoir. Et pour terminer, j'arrête là, en espérant ne pas avoir été trop long. Ça va, j'ai respecté le temps que vous m'aviez imparti, plus ou moins. Il y a un précédent un peu, hein, c'est-à-dire le New Deal, quand Roosevelt est élu en 1932, il prend le pouvoir en 1933. Les États-Unis sont dans une situation d'inégalité sociale au plus fort. D'ailleurs, on a retrouvé aujourd'hui le niveau, hein. Il y a une sorte de parabole. Il met en place le welfare state, ou ce qu'en Europe on appelle l'État-providence. Et finalement, les inégalités sociales se réduisent. Les années 50, 60, 70, on appelle, enfin, même 70, les 30 glorieuses. Et la polarisation, l'écart se réduit, sauf que c'est un précédent qu'on ne peut pas reproduire. D'abord, parce qu'on ne reproduit jamais l'histoire, sauf en tant que farce, pour faire la parabole avec mon début. Et puis deux, surtout parce que le New Deal était aussi un projet politique de son époque, c'est-à-dire que le New Deal était un projet, oui, je vais oser le mot, c'était un projet qui était raciste jusqu'à la racine, c'est-à-dire que les points aveugles du New Deal, le New Deal s'est arrêté aux portes de la question des relations raciales. Et s'il n'y a pas, par exemple, de système de santé universel aux États-Unis, c'est aussi parce qu'à un moment, dans la coalition New Deal, les élus sudistes ont dit nous, on ne veut pas d'un système qui va profiter aux Noirs. Donc, on a arrêté là. Donc, évidemment, il faut s'inspirer de l'esprit du New Deal, ou en tout cas ce que ça apporte comme leçon, et porter la bataille à un autre niveau pour ce qui concerne les Américains, et attaquer cette. Je l'ai évoqué, mais enfin, bon, ça va de soi un peu, s'attaquer aux racines de ce racisme endémique qui contribue aussi évidemment largement, autant que les inégalités sociales, à martyriser le corps social et le pays. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien, merci beaucoup Christophe de Roubaix, c'était super intéressant. On va maintenant passer aux questions qui ont été posées dans le chat, à commencer par celle de Thomas, qui demande « Est-ce que les supporters de Trump et Trump lui-même ont un plan ?» Je vous laisse peut-être le temps de réfléchir. Oui, je réfléchis. Alors, Donald Trump a un plan qui est de se maintenir de l'invasion du Capitole, l'invasion ratée, parce que si elle avait été réussie, on parlerait sûrement on aurait ouvert une autre phase historique.
pose quand même un sacré problème à Donald Trump, c'est-à-dire qu'il est en train de, ce jour-là, par son appel et puis encore hier, par son refus de condamner ce qui s'est passé, il s'est quand même coupé d'une partie de l'establishment républicain et de l'électorat républicain. Donc, on est en train de regarder, on va voir, mais il y a une partie des républicains qui voteront sûrement avec les démocrates pour destituer Donald Trump dans les jours qui viennent. Donc, son plan de se maintenir central et éventuellement de faire un comeback est quand même bien fragile, il me semble, quand même. Même on est plutôt proche d'une sorte de schisme du Parti républicain, de scission du Parti républicain, que de réunification autour de Donald Trump. Alors, est-ce que les supporters de Trump ont un plan? Alors, je reviens à ma farce du 6 janvier. S'ils avaient un plan, il fallait qu'ils le mettent en œuvre ce jour-là. Ils étaient dedans, ils étaient dans le cœur. Ils étaient au cœur du pouvoir. Ils en sont repartis avec un selfie, le pupitre de la présidente de la Chambre des représentants, tout ça pour se faire finalement pincer chez eux par la police et finir en prison et mis en examen. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un plan d'une frange de la droite et de l'extrême droite américaine pour continuer à semer le chaos. Et faut pas se dire, tiens, on est sorti d'affaires. On est sorti d'affaires. Les États-Unis sont sortis d'affaires. Et autant le Trumpisme n'est pas mort, autant les risques de guerre civile larvée ne sont pas exclus. D'ailleurs, vous avez peut-être vu les images de la garde nationale qui dort au sein même du Congrès, parce qu'il fait du pays une image absolument ahurissante. C'est-à-dire des militaires, c'est des militaires à la garde nationale, qui dorment à même le sol pour protéger le Congrès. Et lors de l'inauguration de Joe Biden le 20 janvier prochain, il va y avoir des manifestations prévues dans les 50 capitales d'État. Donc, il y a peut-être un plan des milices, des groupes d'extrême droite armés pour ce jour-là tenter des choses. Évidemment, il ne faut jamais l'exclure. Merci beaucoup. Je lis d'autres questions dans le chat. Elles sont occupées de charger. Oui. Un instant. Hein. Oui, un instant, c'est mon Facebook qui a décidé de ne plus fonctionner. Du coup, je n'ai alors plus moi j'en lis une, si vous permettez. Ah oui, je vous en prie, bien sûr. Allez-y. Je vous lis une question sur un multipartisme pourrait exister si la pression idéologique est suffisamment forte pour que les deux partis se subdivisent. Alors, évidemment, la question du système à deux partis est intéressante. Tout pousse évidemment un système bipartisan. C'est-à-dire le mode d'élection, le financement des partis politiques, ça on le sait, hein, dont les barrières ont été levées par un arrêt de la Cour suprême il y a 10 ans. Ce qui a poussé mais par le caractère intrinsèque du système politique, c'est-à-dire un scrutin à un tour, ça favorise toujours, évidemment, comme en Grande-Bretagne, demeurant. D'où le choix de Bernie Sanders, le choix stratégique de Bernie Sanders en 2015-2016 de concourir à la primaire du Parti démocrate. Et en fait, la stratégie de la gauche américaine, depuis maintenant assumée, hein, depuis 10 ans, il y a eu un débat pendant des décennies sur est-ce qu'il faut créer un troisième parti, un parti des travailleurs à côté du Parti démocrate pour faire valoir la voix d'une vraie gauche. Il y a eu des tentatives, il y a eu des petits partis qui n'ont jamais percé électoralement ou ne serait-ce que localement. Et donc la stratégie de la gauche depuis 10 ans, c'est d'investir le Parti démocrate et dire on va réussir à prendre le pouvoir au sein du Parti démocrate. Donc Bernie Sanders a échoué à 2 reprises lors des primaires, mais ceci dit, tous les élus dont on parle, Alexandria Ocasio-Cortez, qui est donc une milléniale, qui se déclare socialiste, a gagné, est députée, c'est la plus jeune élue de l'histoire du Congrès des États-Unis,
et elle a gagné son poste de députée après avoir battu le sortant démocrate lors d'une primaire du Parti démocrate. Hein. Donc pour l'instant, il y a des limites, évidemment. Et puis l'establishment démocrate fait en sorte de contenir cette poussée des jeunes, notamment des jeunes, pas uniquement, mais des jeunes progressistes. Pour l'instant, ça demeure la stratégie du Parti démocrate. D'autres socialistes, dont notamment la conseillère municipale de Seattle, qui était pionnière en matière de SMIC de salaire minimum à $15, Sharma Sawant, qui donne un entretien à l'humanité demain, qui a un point de vue différent. Elle dit qu'il faut créer un parti des travailleurs à côté. Donc pour l'instant, on est là. Ceci dit, on est peut-être au début d'une nouvelle zone, d'un nouveau cycle historique où en effet, la polarisation a commencé par le Parti républicain. Peut-être ce nouveau cycle vers une sorte de multipartisme va s'ouvrir avec le Parti républicain et une possible scission dans les jours, dans les semaines, voire dans les mois qui viennent. Merci beaucoup à nouveau. On a d'autres questions qui sont arrivées, notamment celle de Nicolas, qui vous demande est-ce que Biden est de gauche? Alors, est-ce que Biden est de gauche? Alors, je cite, pour répondre à cette question qu'on pose souvent, je cite un ami politologue américain qui s'appelle John Mason et qui dit Biden est un centriste, hein, on le définit comme centriste, donc, par définition, il suit le centre de gravité de son parti. Et donc, le centre de gravité du Parti démocrate, on en revient à la polarisation, hein, le centre de gravité du Parti démocrate dans les années 70, quand Biden est élu, est proche du centre de gravité du Parti républicain. Donc, sur toutes ces grandes questions, Biden est d'accord avec les républicains et d'ailleurs, ils votent souvent les lois ensemble. Biden, au Sénat, en 86 ou 7, vote la loi de réduction d'impôts de Reagan. Et puis, Biden, petit à petit, il continue à suivre le centre de gravité du Parti démocrate, donc qui évolue vers la gauche. Donc, par exemple, aujourd'hui, dans le programme de Joe Biden, on verra ce qu'il en fera. Il y a le salaire minimum à $15, il y a des investissements massifs en termes de développement des énergies alternatives, il y a l'abolition de la peine de mort, toute chose qu'il n'y avait pas dans le programme d'Hillary Clinton il y a 4 ans. Donc Biden est obligé de tenir compte du rapport de force, pour le dire autrement. Et puis, j'ai une deuxième réponse, alors qui est la mienne, ça c'était la réponse de John Mason, que je trouve astucieuse. La deuxième, c'est que moi, je ne peux pas savoir vous dire si Lyndon Johnson, lorsqu'il est rentré à la Maison-Blanche après l'assassinat de Kennedy, était de gauche ou pas. Je ne vais pas vous dire, il était plutôt considéré pas franchement de gauche au demeurant. Hein. C'était plutôt un sudiste et Kennedy l'avait pris pour ça. Sauf que Lyndon Johnson a signé des lois les plus progressistes depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a la loi sur les droits civiques et les droits électoraux qui ont fait toutes les deux des Africains-Américains des citoyens à part entière. La réforme sur l'immigration. Il a créé les 2 systèmes de santé publique existants, Medicaid et Medicare, pour les plus âgés et les plus jeunes. Voilà. Et je ne le mets pas au crédit de Lyndon Johnson. Je ne pense pas que Lyndon Johnson s'est levé un matin en disant « Tiens, je suis de gauche, je vais voter des trucs ». Mais il y a un rapport de force dans la société qui a permis de… Donc la clé demain, parce que je pense que c'est la question un peu sous-jacente qui est posée, la clé, ce n'est pas tant Biden, c'est ce que le mouvement de la société va obliger Biden à faire. C'est ça. Merci beaucoup. D'ailleurs, on a une autre question qui nous vient de Martial et qui dit « Pourquoi, selon vous, y a-t-il un investissement massif des jeunes Américains dans le militantisme, par exemple les démocrates socialistes d'Amérique, qui se rapprochent des 100 000 membres, alors qu'ils en avaient moins de 10 000 en 2015 ?» Oui, ça fait. Là, on va reparler un peu de la polarisation. Alors, on a des… il y a beaucoup encore d'images ou de clichés liés aux États-Unis. L'un de ceux-là, c'est de penser qu'aux États-Unis, on ne vote pas. Les Américains ne votent pas. Hein. Voilà, ça c'est ce qui était vrai d'ailleurs jusque dans les années 80-90. Mais il se trouve que depuis la présidence de Bush et l'élection de 2004, les Américains votent de plus en plus. Donc il y a la polarisation qui est aussi un affrontement. Il y a plus de dissensus que de consensus. Le dissensus produit
de la repolitisation dans le sens de reparticipation électorale, de nouveau. Dans la politisation, je distingue la participation électorale et en effet le sens de la question qui est posée, d'investissement plus direct, militant. Donc, dissensus égale plus de participation électorale. Et là, on a vu, on a un record de participation électorale. Alors, les modes de calcul sont différents en Europe et encore plus chez vous. Le vote est obligatoire chez vous, donc c'est 100% de participation. Bon, en gros, on a un différentiel pour ce type d'élection entre la France et les États-Unis de 5 à 10 points. Donc, on n'est plus sur des marges où les Américains votaient, moins d'un Américain sur 2 votait, ou un Américain sur 3 votait. C'est pas vrai. Donc, repolitisation par les urnes, et aussi, en effet, il a raison, le collègue qui pose la question, par l'investissement militant. Donc, c'est impressionnant de voir, en effet, dans les DSA, donc, qui est une organisation politique autonome, ça ne se veut pas comme un parti concurrent du Parti démocrate, mais en tout cas, c'est autonome et indépendant avec sa propre stratégie. C'est vrai aussi, on regarde le mouvement Black Lives Matter, c'est extrêmement jeune. Le mouvement Sunrise, j'en parlais aussi, c'est extrêmement jeune. Et alors, c'est ça aussi qui est un peu différent de la France, où on a un type d'organisation, les partis politiques, les syndicats qui sont avec une séparation bien précise. Là, ça s'enchevêtre toujours un peu. Donc, les syndicats font des campagnes électorales. En Géorgie, pour les 2 élections de sénateurs le 5 janvier dernier, les syndicats ont fait ouvertement campagne pour les candidats démocrates. Donc, vous retrouvez le Parti démocrate, c'est pas un parti politique au sens européen du terme, avec un congrès, avec une élection, avec des motions et des synthèses. Hein. C'est quelque chose qui est beaucoup plus gazeux et qui est un peu le carrefour de ces mouvements syndicaux, associatifs, militants. Et donc, là, avec depuis l'élection de Barack Obama, dont je ne vais pas parler, est un moment évidemment crucial, à la fois parce qu'il permet de mesurer les changements en peu d'années par rapport à Bush. Et donc, là, pour la première fois, les jeunes votent très massivement pour lui, beaucoup plus massivement que les fois précédentes. Et donc, c'est le début du réinvestissement en politique des nouvelles générations, c'est Barack Obama. Et après, il y a un deuxième cliquet, c'est la déception de Barack Obama. C'est-à-dire qu'après 2 mandats de Barack Obama, beaucoup de jeunes, moi j'avais fait les primaires 2016 aux États-Unis, et beaucoup de jeunes disaient on a compris qu'il fallait plus que Barack Obama pour changer le pays, dont Bernie Sanders. Et puis là aussi, par effet d'entraînement, et demain, ce ne sera plus Bernie Sanders, ce sera très certainement Alexandria Ocasio-Cortez qui portera ce flambeau-là. Avec la clé, évidemment, pas Alexandria Ocasio-Cortez, mais la clé, c'est des dizaines de milliers, des centaines de milliers de militants un peu partout. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Martial, qui posait la question précédente, a d'ailleurs une deuxième question à vous poser, qui est quel est le rôle des réseaux sociaux dans la polarisation, selon vous? Donc la polarisation que vous venez d'expliquer. Par exemple, on a vu que beaucoup de jeunes se politisent sur TikTok, que Trump a voulu bannir. Ouais, alors c'est un sujet sur lequel les réseaux sociaux, je suis un peu hésitant, dans le sens où on pourrait penser, et certainement que ça contribue un peu à la polarisation. On voit très bien sur Twitter que Twitter est très, très polarisé. Bon, maintenant, avec Trump qui a été banni, c'est moins polarisé, mais enfin, voilà. On voit bien que ça joue. En même temps, je me méfie beaucoup, si pour pas dire plus, du débat sur c'est les réseaux sociaux qui enveniment tout ça, on va réguler tout ça et tout ira bien. Non, non, parce que la polarisation politique, elle est nourrie d'abord par l'explosion des inégalités sociales, par l'approfondissement année après année des injustices sociales, et qu'on a encore vu démultiplier avec la pandémie du Covid.
massivement, les principales victimes sont des Africains-Américains et des Latinos, africaines-américaines et latinas, des classes populaires. Donc c'est un système qui est profondément injuste intrinsèquement, hein, et qui l'est de plus en plus. Ça repose sur ça. Ça repose sur le fait qu'il y a une partie du champ politique qui a décidé de politiser à outrance, je parle du Parti républicain et du Trumpisme là, de politiser à outrance la peur de l'autre, le réflexe identitaire. Donc c'est ça avant tout. C'est pas Twitter, les tweets de Donald Trump ne polarisent pas tant qu'il n'appelle pas à envahir le Capitole, tant qu'il ne demande pas de construire un mur à la frontière avec le Mexique, tant qu'ils ne disent pas que les policiers ont raison de tuer, de tirer sur les Noirs. Vous voyez, c'est ça principalement le carburant de la polarisation. Pas tant les réseaux sociaux, même si ça doit évidemment contribuer à accentuer le phénomène, mais marginalement. C'est ça. Ok, ben, merci beaucoup. On n'a plus de questions à répondre dans le chat. Je propose donc qu'on conclue cette conférence, à moins que vous ayez quelque chose à dire. Je vous laisserai en tout cas la parole à la fin. Je vous remercie donc, Monsieur de Roubaix, d'avoir participé à cette conférence avec nous. Je remercie également les participants à ce live d'avoir interagi autant avec Christophe. Christophe l'a donc expliqué, les millénials sont la génération qui peut apporter le changement à la société. Avec Comac, on se bat depuis des années sur les campus pour les droits étudiants, dans le mouvement climatique, pour le féminisme et contre le racisme, etc. Vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre sur notre site internet dans l'onglet Nous rejoindre simplement, donc sur le site Comac étudiant qui est disponible dans le chat de ce live. Toutes les informations sont également sur les réseaux sociaux par ailleurs. Voilà, donc mercredi prochain, il y a une autre conférence qui est organisée avec Usul cette fois, toujours dans cette conférence avec Comac. Usul qui est journaliste et youtubeur en France, qui a été expert sur la crise que connaît la France depuis le début du mandat de Macron, notamment sur les gilets jaunes, etc. On en parlera d'ailleurs des gilets jaunes, de la gestion de la crise du Covid, de la répression presque systématique du tournant autoritaire qu'il prend face aux mouvements sociaux, mais aussi des luttes sociales qui ont eu lieu, les jeunes pour le climat par exemple, contre la réforme des pensions ou encore justement contre son tournant autoritaire. On se posera la question suivante, pourquoi Macron a peur des Français? On tentera d'y répondre mercredi prochain donc avec Jules. Sur ce, Monsieur de Roubaix, je vous laisse la parole et vous remercie à nouveau pour votre participation, en tout cas à mercredi prochain. Oui, merci à vous pour ce moment où on a pu partager un peu ce qui se passait aux États-Unis. Et je trouve que c'est toujours important pour deux raisons. D'abord, on ne peut pas penser le monde aujourd'hui si on ne pense pas la principale puissance du monde. Alors qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, qu'on prenne ses distances avec ça. Bon, ok. Les États-Unis aujourd'hui sont de fait, depuis le XXe siècle, la principale puissance du monde. Donc on est obligé de penser les États-Unis. On est obligé de penser les États-Unis en dehors des clichés, des stéréotypes, et puis surtout, parce que, évidemment, comme journaliste en charge du secteur depuis très longtemps pour l'humanité, je me suis heurté à tous ces clichés, ces stéréotypes sur, vous connaissez le truc, hein, ah, les Américains, bon, ils sont ceci, 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 ceci. Bon. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Bon, il y a plusieurs types d'explications qui se complètent, mais il y en a une qui m'intéresse, c'est que le récit réganien s'était imposé à tout le monde. C'était la force d'ailleurs de Reagan, d'imposer son récit. Donc les États-Unis sont anti-impôts, les États-Unis sont anti-gouvernement fédéral, les États-Unis sont pour les armes à feu, les États-Unis. Et puis quand on regarde l'histoire des États-Unis, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus complexe que ça et que par exemple, avant la grande révolution anti-impôt qu'incarne Reagan, les États-Unis ont été les premiers à créer l'impôt sur le revenu, étaient les premiers à porter la progressivité de cet impôt. L'économiste français qui travaille à Berkeley, Gabriel Zucman, est remarquable sur le sujet, à des taux jamais vus, jusqu'à le porter à 93%, c'est-à-dire que le PDG de General Motors
payait 93% de son revenu en impôts dans les années 50. Et puis on se rend compte que la peine de mort a été abolie dans certains États dès 1847-53. Et puis on se rend compte qu'il y a une autre histoire des États-Unis, que vous retrouvez aussi dans le Howard Zinn et l'histoire populaire des États-Unis, et que finalement il fallait aussi déconstruire ce récit réganien qui s'était un peu imposé à tout le monde, et il faut même le dire, à une partie de la gauche européenne qui n'avait des États-Unis qu'une vision totalement unilatérale. Donc déjà, c'est pas mal de se dépolluer l'esprit un peu pour bien penser le monde. Et puis surtout, la deuxième raison pour laquelle je pense que c'est important de parler des États-Unis, c'est que, alors il y a aussi un autre cliché un peu, c'est, enfin, l'idée reçue, c'est de dire tout ce qui arrive aux États-Unis arrive 10 ou 20 ans après en Europe, en France et en Europe. Bon, c'est pas fondamentalement ou foncièrement faux pour tout, mais pour ce qui concerne la polarisation, je pense que ça peut être vrai parce que, vous voyez bien les ressorts de la polarisation, hein, la l'explosion des inégalités sociales, c'est-à-dire une forme de rupture du contrat social. Hem, le rêve américain n'est pas un rêve égalitaire en soi, à la différence de la Révolution française, par exemple, mais c'est quand même le rêve que si on travaille dur, c'est un rêve de promotion sociale, hein. On va travailler dur, on va avoir les chances. Aujourd'hui, les États-Unis sont le pays le moins mobile socialement des pays nés de la révolution industrielle. Donc, rupture du contrat social avec l'explosion des inégalités sociales. Et on voit encore l'explosion des fortunes des milliardaires depuis la crise de la Covid. Euh, Instrumentalisation et politisation de l'identité. Euh, donc j'entends sur certaines chaînes françaises, je regarde peu, mais j'entends parfois on reproche au Parti démocrate de faire de l'identity politics, de la politique par l'identité. Désolé, c'est pas le Parti démocrate qui a commencé, hein. Je peux être critique sur certaines approches du Parti démocrate sur cette question, évidemment, mais c'est le Parti républicain qui a commencé en disant nous serons le parti du ressentiment blanc contre la loi sur les droits civiques, et nous allons utiliser et instrumentaliser ça jusqu'au bout. C'est le Parti républicain qui a commencé à instrumentaliser une question qui, aux États-Unis, on la connaît. C'est quand même la question qui porte sur le péché originel de la constitution d'une république des Lumières, mais qui n'abolit pas l'esclavagisme, d'une guerre de sécession, une guerre civile sur cette question-là. Donc c'est le Parti républicain qui a commencé. Et donc on voit bien l'explosion des inégalités sociales, rupture du contrat social, instrumentalisation de l'identité. On voit bien que ce sont des choses qui aussi sont des ressorts en France et dans d'autres pays européens. On voit bien comment les populismes ont prospéré, les extrêmes droites ont prospéré là-dessus, et comment la gauche a un peu de mal à répondre. Là où je trouve que la gauche américaine, mais dans un contexte américain, évidemment, pas proposer de faire du copier-coller, a apporté un type de réponse qui se montre plutôt avec des limites, les limites du système, qui est profondément antidémocratique, où l'argent joue un rôle essentiel, mais qui a trouvé un mode d'expression et d'existence politique qui, finalement, on peut aussi regarder un peu de ce côté-là ce qui se passe, et puis essayer d'en faire profit, d'en faire un peu son miel, si ce n'est d'en faire copie. Et pas le sujet. Bon, voilà, je voulais juste terminer là-dessus pour dire un peu l'intérêt qu'il y avait à ce qu'on continue à parler des États-Unis. Je vous remercie encore une fois pour votre invitation. Ben, merci à vous, merci pour votre temps et merci du coup aux participants de cette conférence. Comme je disais, on se retrouve mercredi prochain pour discuter avec Usul de pourquoi Macron a peur des Français et je vous remercie beaucoup. Une bonne soirée.